Bonjour à tous. Alors, je crois que c'est le sixième numéro. Nous avons consacré 5 émissions au tome 1 de Lumière commune, le traité de philosophie de Georges Gastaut, professeur agrégé de philosophie. Nous avons consacré donc 5 séances au tome 1. Nous n'excluons pas d'y revenir, bien sûr, mais ce tome 1 concernait des questions d'ontologie, la science de l'être, enfin, l'entité même de l'être. Et le tome 2 va concerner plutôt des questions de gnoséologie. Donc, gnoséologie, ça veut dire de la théorie de la connaissance. Et on a parlé beaucoup d'ontologie matérialiste et diamatérialiste. Aujourd'hui, on va beaucoup consacrer de temps, enfin dans les prochaines séances qui vont venir, à la théorie matérialiste, diamatérialiste de la connaissance, et notamment la théorie du reflet, et laquelle débouchera, ça on l'avait un peu annoncé, sur une classification des sciences. Le tome 2 se construit en 2 parties. Il y a un chapitre sur la vérité comme pratique, avec un appendice sur la théorie du reflet, et le deuxième chapitre étant consacré aux questions de classification des sciences. Voilà, bonjour Georges, est-ce que j'ai bien résumé, disons, Très bien, mieux que je n'aurais fait. voilà. Merci Henrik et bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, alors, peut-être, est-ce que tu peux toi aussi présenter un petit peu pourquoi est-ce que tu l'as fait à part parce qu'on pourrait dire que le tome 1 et le tome 2 concernent quand même d'une certaine manière les questions d'approche de la réalité, de la vérité, puisque le tome 3 concernera beaucoup plus des questions de dialectique de la nature, d'approche des sciences. Enfin, comment est-ce que tu as conçu un petit peu cet ouvrage, ces 2 ouvrages? Oui, alors effectivement, je suis un peu le plan qui est celui traditionnellement des traités de philosophie générale, et en particulier, bon, par exemple, celui, c'est prétentieux, mais c'est comme ça, de l'éthique de Spinoza. Donc, la première partie, c'est sur le statut de la philosophie et sur l'ontologie, sur le contenu de l'ontologie et de la logique dialectique. Et donc, la deuxième partie, c'est sur qu'est-ce que connaître, sur la théorie de la connaissance proprement dite. J'ai essayé de montrer qu'en réalité, on ne pouvait pas commencer par la théorie de la connaissance, parce que tout simplement, la connaissance est elle-même fonction de l'être et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce que nous connaissons l'être que l'être est, c'est plutôt parce que l'être est que nous avons la possibilité de le connaître. Donc, il y a ici un primat matérialiste. Il n'empêche qu'une fois qu'on a posé ça, la question reste entière de savoir ce que c'est que connaître et comment connaître. Et que par conséquent, nous devons aussi, bien sûr, travailler cette question spécifiquement. Donc ici, rencontrer les questions et notamment traiter les objections qui sont généralement adressées à la théorie matérialiste de la connaissance, et notamment la critique récurrente sur la notion de reflet qui serait soi-disant mécaniste ou bon, complètement desséché, sans intérêt. Bon, voilà. Il faut aussi affronter le terrain philosophique tel qu'il est. Donc voilà, j'ai stratifié mon livre un peu comme le terrain philosophique est lui-même stratifié. C'est normal, si on est matérialiste, c'est l'objet qui décide de la manière dont on l'aborde d'un point de vue cognitif. J'ai vu dans ton livre, donc surtout dans le tome 2, tu fais remonter le reflet non seulement, pas seulement à Lénine, mais aussi, et bien sûr, à Marx, à l'introduction de 57, et même tu remontes jusqu'à Aristote, en fait, hein, d'une certaine Ah manière. oui, 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 bien sûr. Je dirais que de toute façon, en réalité, il en va de même du reflet comme de l'ontologie, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans quelque philosophie que ce soit une théorie du reflet. La seule question est de savoir si elle est consciente ou pas, et dans le cas où elle est consciente, si elle est matérialiste ou idéaliste. Donc cette question est tout à fait incontournable, et bien entendu, je pense que c'est quand même Aristote qui est le premier grand théoricien relativement complet de l'idée de reflet. Mais bon, on ne peut pas tout dire dans un livre, surtout quand il est déjà volumineux comme celui-là. On aurait pu montrer qu'il y a une théorie du reflet chez Platon, mais elle est idéaliste. Chez Platon, par exemple, pour le dire juste en un mot, hein, sans vouloir effaroucher les spécialistes de Platon, mais il n'est que de reprendre la célèbre allégorie de la caverne. Et on voit bien qu'il y a une sorte de rapport de reflet, de mimésis, hein, pour employer le mot grec, ou de mimétique, entre ce que Platon appellera le domaine de l'intelligible, les idées, et le domaine du sensible. Sauf que chez lui, c'est le sensible qui est le reflet de l'idée, qui est le reflet atténué, déformé, contradictoire, etc., de l'idée.
Il y a bien donc un reflet, mais il marche à l'envers chez Platon. Il s'agit donc de le remettre à l'endroit, quelque part. Tout à fait. On ne peut pas contourner la notion de reflet. Et en tout cas, il ne faut surtout pas confondre le reflet avec le décalque. Il y a aucunement, il y a une reconstitution Oui. du réel par l'intermédiaire de l'abstraction. L'ordre de la connaissance et l'ordre des choses sont différents. Enfin, ça aussi, faut bien préciser ça quand on parle de reflet. Parce que justement, je crois que le mot reflet a eu contre lui cette idée que ce serait purement justement mécanique parce que mais enfin, on verrait pas tout l'aspect dialectique du processus. Enfin, c'est peut-être le mot qui gêne, peut-être qu'il aurait Oui, fallu oui, oui. changer. Alors, effectivement, la difficulté vient du fait que bien souvent, le reflet a été développé dans le cadre de conceptions empiristes. Et dans le cadre de conceptions empiristes, on en arrive souvent à l'idée que la notion, le concept, est une sorte d'atténuation de la réalité. On part de la réalité telle qu'elle est, puis de façon abstrayante, généralisante, on élimine tout ce qui en fait la sève. Hein. Grün ist das Leben. Verte est la vie, dit Goethe. L'arbre de la vie, oui. Grau dit théorie. La théorie est grise. Hein. En réalité, non, il ne s'agit pas de ça. En réalité, une théorie du réel peut très bien être très dense, très riche, très complexe, ne pas comporter de pertes par rapport au réel. Si elle est véritablement une théorie du réel sur le point qu'elle concerne, elle peut même arriver à l'adéquation, à l'idée adéquate, proprement dite. C'est-à-dire que, bon, même chez Engels, quelquefois, il y a une hésitation là-dessus, et les textes parfois de l'anti-Düring ou de la dialectique de la nature sont quelque peu contaminés par l'empirisme, avec cette idée qu'on n'arrivera jamais à la vérité que par une sorte d'asymptote portant sur des millions et des milliards d'années, en quelque sorte, par laquelle l'homme va s'approcher de plus en plus de la réalité. Mais d'une réalité donnée, si on a une idée adéquate, elle est adéquate, directement. Et pourquoi peut-elle être adéquate? Justement parce qu'elle est un reflet, et non pas parce qu'elle essaie de reproduire le réel par la magie de la pensée. Évidemment que la pensée ne reproduira jamais le réel par sa propre magie. Elle peut le reproduire, mais à ce moment-là, il faut passer à l'action. Et ce n'est plus seulement la pensée qui va reproduire le réel, c'est la mise en action de la pensée. Et là, on n'est plus dans le domaine pur de la pensée, on est dans le domaine de l'activité technique, par exemple. Donc, le reflet par lui-même a sa propre logique, sa propre dynamique et sa propre, comment dirais-je, sa propre noblesse. Il a son autonomie. Il n'est pas... C'est pas parce qu'on reflète une chose que cette chose reflétée elle-même n'est pas une chose à son tour. Elle a sa propre densité. Quand Spinoza, j'emploie souvent cette réflexion de Spinoza, nous rappelle que l'idée de chien n'aboie pas, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il lui manque quelque chose. Il ne manque rien à l'idée de chien lorsqu'elle n'aboie pas, puisqu'une idée n'aboie pas. La seule question est de savoir si l'idée du chien est vraiment complète. Quand on fait de la zoologie, si on a véritablement compris dans le détail ce qu'est un chien, alors à ce moment-là, on a une idée adéquate du chien. Non, je reprends ton idée que c'est presque une forme de politesse de la part de Engels de dire qu'on progresse de manière asymptotique vers la connaissance. Asymptotique, ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus sans la toucher. Mais c'est vrai qu'on ne mesure pas assez tous les progrès de l'esprit humain. Et c'est pour ça que j'ai envie, si ça ne t'embête pas, de te citer là, dans le tome 2, parce que je trouve que là, tu résumes un petit peu les enjeux par rapport au bilan qu'on pourrait tirer d'une somme de connaissances. Je pense que ça va aider les lecteurs. Je te cite, on est page 35 du tome 2. À une époque où la recherche nous livre clé en main la carte du génome humain, où elle découvre des milliers d'exoplanètes existant bien évidemment par elles-mêmes et indépendamment de l'astronome qui les détecte, à l'heure où la nouvelle cosmologie de précision fixe la carte du ciel quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, où elle enquête sur d'éventuelles traces de l'avant-Big Bang, où elle explore jusqu'aux bases neuronales de la conscience de soi, et où les mathématiciens explorent la question métaphysique suprême de savoir s'il existe des indécidables absolus, bref, où la devise de Georges Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, devrait inspirer tous les chercheurs, l'agnosticisme scientifique apparaît de plus en plus comme un obstacle épistémologique, puis comme une digue obscurantiste majeure dressée sur la route des lumières communes. Y compris du reste d'un point de vue pragmatique bien compris, car au point de dégradation de son environnement où elle est parvenue, l'humanité, même devenue communiste par hypothèse, ne s'en sortira pas sans prendre appui
Je change la phrase, sans prendre appui sur des avancées majeures dans le champ des recherches fondamentales. Tâche enthousiasmante, mais radicalement inaccessible dans le temps bref qui nous est alloué si les scientifiques n'abordent pas franchement la question de l'ontologie diamatérialiste et au final celle de la conception scientifique du monde sous l'angle révolutionnaire d'un nouveau réalisme rationaliste scientifique sans rivage, situé aux antipodes du néopositivisme dominant et de ses navrantes étroitesses. Voilà, j'ai voulu te citer là parce que je trouve que c'est à ce moment-là où tu montres avec certaine densité les enjeux par rapport à, disons, certaines limites d'un aspect purement gnoséologique qui nous ferait toujours établir une sorte de hiatus entre ce qu'on connaît, ce qu'on peut connaître, et les enjeux de cette nécessité de faire un bilan de l'histoire, un bilan du savoir aujourd'hui, il me semble. Hein. Oui, voilà, il me semble que le trait dominant de ce que nous pouvons aujourd'hui constater au sujet des sciences, c'est leur caractère conquérant, c'est leur caractère optimiste du point de vue de la connaissance, le fait qu'elle bouscule toute une série de tabous, hein, je ne peux pas trouver d'autres termes, de vétos qui étaient apposés à la connaissance et qui viennent tous d'une manière ou d'une autre des religions, des anciennes religions, lesquelles nous disaient que finalement connaître est un péché, qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance, hein, du bien et du mal, mais enfin de la connaissance en général, sinon nous serons semblables à des dieux. Eh bien, nous n'avons pas de risque de devenir semblables à des dieux si on comprend bien ce que c'est que la connaissance. Ce n'est pas la connaissance par elle-même qui, effectivement, par la maîtrise du verbe, va nous donner l'accès direct à une transformation magique de la réalité. La connaissance ne transforme pas la réalité par elle-même, elle la transforme de façon indirecte, encore une fois, par l'intermédiaire de la pratique humaine, proprement dit, et notamment de la technique. Alors, cela étant, effectivement, bien sûr, Engels n'a pas tort, hein, je ne lui donne pas tort quand on parle de la totalité de la connaissance par rapport à la totalité de l'être. Mais lorsqu'il s'agit d'un objet bien cerné, bien délimité et d'une connaissance portant sur cet objet, eh bien, il est possible de viser, en tout cas, une connaissance adéquate. Et d'ailleurs, si on ne la visait pas, ça n'aurait aucun intérêt que de se lancer dans l'aventure. Si on était d'avance certain qu'on n'arrivera jamais à une connaissance adéquate de quoi que ce soit, eh bien, il faut rester à la maison, quoi. Bon, à ce moment-là, c'est le scepticisme, c'est le relativisme, c'est ce qu'on voit dominer, non pas dans la science, mais dans l'idéologie scientifique, c'est tout à fait autre chose, qui va prédominer avec toujours cet aspect de découragement de l'être humain qui baisse les bras et qui se dit qu'il n'arrivera jamais à ceci, qu'il n'arrivera jamais à cela. Et bon, non, les lumières, c'est pas ça. Les lumières, c'est que finalement, les lumières, elles tombent sur un objet et elles l'éclairent. Sinon, ce n'est pas des lumières. Imaginons des lumières qui traverseraient à l'infini le vide sans jamais éclairer quoi que ce soit. Bon, on pourrait peut-être appeler ça des photons, si on veut, mais ce ne serait pas de la lumière. La lumière, c'est le moment où quelque chose est éclairé. Ouais, exactement. Alors c'est vrai que là tu parlais aussi de la notion de totalité et tu réhabites aussi le point de vue de la totalité, non pas la totalité en soi, comme tu dis, évidemment il y a toujours ce côté asymptotique, on tend vers elle, mais ce point de vue de la totalité empêche justement. Elle a aussi beaucoup de préjugés contre elle, hein, depuis Nietzsche, hein, depuis le pensée aphoristique, où on sépare les choses les unes après les autres. Mais tu montres au comprend que tu redonnes toutes ces lettres de noblesse, parce que c'est ça qui permet déjà de comprendre les choses dans leur rapport, dans leur intelligence même. C'est le fait et tu redonnes le sens même étymologique d'intelligence, qui est le fait de relier les choses entre elles, en fait. Bien sûr, et de les relier entre elles comme elles se relient elles-mêmes, les unes aux autres. On n'invente pas. Dans le réel, il y a deux processus. Par exemple, quand on parle d'analyse et de synthèse, on peut penser que c'est purement mental. Ben non, il suffit d'avoir fait un peu de chimie. On voit bien qu'en chimie, on peut décomposer ou recomposer, qu'il y a des processus d'analyse, pas simplement mentaux, dans le réel, et des processus de synthèse, de recomposition. Quand le maître, par exemple, le grand astrophysicien, appelons-le comme ça, je ne sais pas, le grand cosmologiste, disons. Oui, c'est le mettre en un seul mot, hein, je dis pour que ce soit. Oui, en effet, Georges Lemaître, Georges Lemaître. qui est un cosmologiste belge, hein, du début du XXe siècle, en gros, pour le dire vite. Lorsque Georges Lemaître analyse ce que par la suite on appellera le Big Bang, eh bien, il part de ce qu'il appelle l'atome primitif, et donc de la décomposition de l'atome primitif qui va donner, par décomposition, l'univers. Mais il montre bien que cette décomposition
qui équivaut à une sorte d'expansion de l'univers, on va dire, pour le dire vite, on va dire une expansion de l'espace dans lequel se fait l'expansion de l'univers, si l'on peut dire. Il va bien montrer que des contre-forces, celles de la gravitation, on en avait parlé l'autre fois, vont jouer à leur tour, et que dans ce cadre-là, des totalités vont se mettre en place. Une galaxie est une totalité, elle fonctionne comme un tout. Une étoile au sein d'une galaxie est une totalité, elle fonctionne comme un tout. Comment nier la réalité de la totalité? Là, en ce moment, nous sommes deux sujets face à face. Donc, certes, il y a toute une série de procès en nous qui s'opèrent, procès chimiques, procès neurologiques, procès tout ce qu'on voudra, électriques, électromagnétiques, etc. Bien sûr, nos atomes s'agitent dans tous les sens furieusement. Mais néanmoins, il y a bien Émeric Monville et Georges Gassot qui discutent l'un avec l'autre. Alors, ce sont des totalités relatives. Nous sommes des totalités relatives, puisque nous sommes mortels, puisque nous sommes reliés au grand univers par mille fils, et que pour finir, nous naissons, nous nous développons et nous mourrons. Donc, nous nous décomposerons. Nous en sommes bien conscients. Mais il n'empêche que pendant une brève période qu'on appelle la vie humaine, nous formons des totalités relatives, les uns par rapport aux autres, des individus. Et Marx emploie sans arrêt le mot individu, qui vient bien d'un mot latin, individuum, qui veut dire qu'on ne peut pas diviser. Si on me coupe en deux par le milieu du corps, ben, je meurs. Il n'y a plus d'individus. Donc, nous sommes bien des indivisibles de ce point de vue-là. Bref, cette déclamation, parce que ça n'est une, cette déclamation contre la totalité, contre le sens, contre la vérité, contre la réalité, etc., toute cette déclamation postmoderne doit être balayée, affrontée. Il faut l'affronter, sinon on est sans arrêt sur la défensive, on est tout le temps en train de s'excuser d'apprendre quelque chose sur la réalité, et avant même d'avoir dit un mot dans la thèse qu'on va produire, on est déjà en train d'expliquer que de toute façon, tout ça sera balayé demain par une connaissance plus solide, ce qui est vrai, mais parce que cette connaissance plus solide se sera tout de même appuyée sur le travail que vous aurez fait ce jour-là. Et donc, il y a bien des marches à l'escalier, sinon il n'y aurait pas d'escalier. Voilà. Et c'est vrai que là, on retrouve un petit peu ton souci de prendre les choses de manière organiquement et pas seulement parthèse, extra parthèse, comme le fait un certain empiriste, hein. Et d'ailleurs, je voulais revenir parce que dans le tome 2, tu reviens un petit peu sur la querelle des universaux et tu montres d'une certaine manière que dès l'époque, il y avait une manière de résoudre un peu certains problèmes avec de l'universel et du singulier à l'intérieur même de la théorie grâce à Duns Scott, en fait, d'une certaine manière. On avait laissé un peu en suspens la théorie la querelle des universaux, et en fait, quand on revient à ce que tu dis bien sur l'aïquité plutôt de Duns Scott, et tu montres que d'une certaine manière, ça inspire Marx. Et donc, cette dialectique entre effectivement l'universel qu'on porte et puis et cet individuel qu'on ne peut pas diviser, mais qui en même temps porte de l'universel, tout ça a été d'une certaine manière fécond et était, disons, en germe un peu dans cette histoire de la philosophie, si on la reparcourt. Oui, parce qu'effectivement, dans certaines conceptions qui prédominaient donc avant Duns Scott, en gros, l'individu, au sens banal du mot, quoi, ce stylo, par exemple, si vous voulez, ou moi, hein, l'individu, eh bien, au fond, a une sorte de défaut d'essence, de défaut de réalité. C'est-à-dire que, bon, je suis homme, H majuscule, ou stylo, S majuscule, mais en tant que je suis Georges Gastaut, en tant que ce stylo est noir, par exemple, eh bien, il y a de l'accident en lui. C'est accidentel que, par exemple, eh bien, j'ai les cheveux bruns ou j'ai un pull bleu ou que mon stylo soit noir, par exemple. Et donc, en gros, l'individuel échappe au concept. Il n'y a que l'espèce, que le générique, que l'universel qui tomberait sous le coup de la pensée conceptuelle. Et Duns Scott explique bien que non, que l'individuel aussi est objet de concept. Il y a un concept de Socrate. Alors évidemment, il est beaucoup plus complexe que le concept de l'homme tout court, puisqu'il ne faut pas simplement que Socrate soit un homme, mais aussi il faut qu'il soit chauve, il faut qu'il soit philosophe, il faut qu'il soit athénien, il faut qu'il ait le nez Camus et je ne sais trop quoi encore. Bref, pour qu'il soit Socrate, sinon il serait Tartampion.
hein. Donc, personne n'est Artempion. Et du côté donc, du concept, ça demande donc beaucoup plus de complexité quand on veut approcher de l'individualité. De la même façon que dans la réalité, eh bien, les individus sont plus complexes que les espèces. Alors, si on se dit que la connaissance est simplement de dégager les espèces, évidemment, après on va se lamenter en disant oui, mais ça n'atteint pas la réalité parce que je ne vois pas promener le chien dans la rue, je vois promener Médor. Bon, eh ben, c'est parce que tout simplement, on a eu une pensée trop courte. Mais sinon, Médor, eh ben, on peut expliquer pourquoi. Par exemple, aujourd'hui, tout simplement, quand on fait de la génétique, on va s'apercevoir que bon, le code génétique d'un individu n'est pas strictement superposable à celui d'un autre, qu'il y a bel et bien des petites différences, comme dirait Leibniz, hein, que donc ces individus sont discernables entre eux, et que cette discernabilité, elle peut être approchée par la connaissance scientifique. On peut, par exemple, savoir pourquoi des jumeaux, même des jumeaux homozygotes, comme on dit, hein, des vrais jumeaux, peuvent différer l'un de l'autre par de petites différences qui ne sont pas miraculeuses, hein, qui ne tombent pas du ciel, mais qui sont explicables par leur épigénétique, par exemple, ou bien qui sont explicables par leur histoire personnelle, une fois qu'ils sont nés, ou même quand ils étaient dans le sein maternel et que l'un était, par exemple, en haut de l'utérus et l'autre en bas, ce qui n'est pas nécessairement une petite différence, puisque ça va, par exemple, déterminer lequel des deux va naître le premier. Bon, donc, ça jouera, qu'on veuille ou non, sur leur devenir ultérieur. Enfin bref, il faut plus de complexité au niveau de la pensée proprement dite, parce que le réel lui-même est complexe. Voilà, donc mais bon, il faut avoir aussi l'idée que cette complexité, même si on arrivait à la reproduire intégralement par la voie de la pensée, ne serait tout de même pas la chose qu'elle a connue. Elle l'a connue, elle ne l'a pas produite. Ce n'est pas la même chose. On peut toujours objecter naturellement que dans le domaine de certaines sciences, on pense à la physique des particules, par exemple, eh bien, il faut, enfin, la connaissance du réel perturbe le réel. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la connaissance du réel qui perturbe le réel. C'est l'action qu'on exerce sur le réel pour connaître le réel. Sinon, la pensée de l'observateur par lui-même, lorsque l'observateur regarde fixement euh, je dirais, façon de parler naturellement, des particules. Les particules se fichent parfaitement de cette conception purement mentale qui est celle de l'observateur. Il faut qu'il y ait des appareils entre les deux, et notamment du courant électrique d'une manière ou d'une autre, par exemple. C'est un paradoxe qui a été développé à la fois dans la physique, c'est que l'observatoire modifie l'observation, et même on pourrait dire en anthropologie, c'est-à-dire à partir du moment où Lévi-Strauss va voir les Bororo, les questions qu'il pose, le fait même d'introduire un occidental, enfin plutôt un européen dans cette réalité modifie complètement la perception, même les types de réponses que tu vas avoir. Enfin, ça a été, on a glosé pendant des années sur Oui, ces oui, oui, références-là. oui. Non, mais naturellement, bien sûr qu'il y a des biais, il y a des difficultés particulières, et notamment en anthropologie, pas seulement en physique quantique, comme tu le montres bien. Mais bon, justement, c'est pour ça qu'il faut une méthodologie, c'est pour ça qu'il faut une réflexion épistémologique, c'est pour ça qu'il faut aussi se dire que, bon, effectivement, on est comme un cheveu dans la soupe quand on arrive dans une société sur laquelle on pose un regard, mais qui pose aussi un regard sur vous, bon, bien sûr. Mais on arrive à surmonter tout ça parce qu'on a écrit les lettres persanes, par exemple. Et quand Montesquieu écrit les lettres persanes, il arrive lui-même à se représenter le regard d'un étranger qui vient le regarder chez lui. Donc, il monte au second degré. Il n'est pas simplement celui qui regarde les autres, il est celui qui regarde les autres, le regarder lui. Bien, on y arrive donc. Et le troisième degré est là pour corriger le deuxième, le quatrième pour corriger le troisième, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas démuni. On a toujours une possibilité, par la critique, non pas de s'éloigner du réel, mais de s'en rapprocher en corrigeant ce que la première connaissance pouvait avoir de grossier, en gros. Oui, c'est comme ça. Et donc cette la critique justement doit s'approcher de plus en plus du concret. Et tu insistes sur le fait que bah, de Hegel à Lénine, tout le monde a dit qu'il fallait juste la vérité était toujours concrète en fait, hein. Et tu montres le passage de la science de la logique aussi qui tendent à retrouver cet aspect extrêmement concret des choses. Euh, Ben oui, voilà, le concret est au bout. Mao disait que le pouvoir est au bout du fusil. Je dirais presque que
Le concret est au bout de la connaissance. Il est au point de départ, mais ça, c'est le concret réel. C'est l'objet que je regarde. La sensation. C'est la sensation, voilà, exactement. Ou l'observation, disons, dans le domaine scientifique, qui peut déjà être extrêmement médiatisée par toutes sortes d'appareillages. Et puis, après, il y a l'élaboration théorique, et si elle est menée jusqu'au bout, elle aboutit au concret de penser, à penser le concret de la chose. Donc, voilà, on y arrive. Et on y arrive notamment, pardon, juste par, il y a qu'à penser aux médecins. Bon, si vous voulez, si on veut le médecin, on en a eu des exemples récents là, avec les histoires de pandémie. Là. Il peut y avoir ceux qui considèrent qu'ils ont la connaissance parfaite de leur objet une fois qu'ils ont fait des statistiques et une fois donc qu'ils ont fait de l'épidémiologie. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'épidémiologie, c'est absolument indispensable, évidemment, mais on en reste ici aux statistiques. Puis ensuite, sur la base de cette statistique, ça n'empêche pas de palper les gens et de voir de quoi votre fille est malade quand elle est muette, quelque part, ou quand elle a le Covid. Et donc là, ça s'appelle, quand on va jusqu'au bout des choses, la clinique. Et si on oppose les deux choses, on a tout faux. Évidemment que c'est un point de vue unilatéral, petit clin d'œil que tout le monde comprendra. Si on ne fait que de la clinique et qu'on dévalorise a priori tous les essais randomisés, par exemple, ou qu'à l'inverse, on divise les essais randomisés et tout ce que nous apprend la clinique, on le fout à la poubelle, c'est grossièrement empirique, on s'en fiche. Peut-être moyen quand même d'être un petit peu moins unilatéral et manichéen que ça. Oui, puis d'ailleurs, je crois que tu avais écrit un article récemment en défendant le droit à soigner. C'est-à-dire qu'un médecin, il a aussi une fonction qui n'est pas purement cognitive, qui est de toute façon qui est thérapeutique. Enfin, il faut aussi distinguer. Il y a les deux en médecine, les deux se confondent en fait. Hein. Oui, de ce point de vue, c'est quand même bon. Mon article s'appelait, c'était à propos du professeur Raoul. Là, on peut mettre les pieds dans le plat et dire les choses. Donc, on voyait effectivement un certain nombre de gens qui lui contestaient le droit de soigner avec les produits qu'il jugeait bons, en objectant le fait qu'il n'y avait pas encore d'essais randomisés parfaitement carrés, si on peut dire, au sujet de l'hydroxychloroquine, par exemple. Et là, bon, effectivement, je reprenais la distinction que fait Descartes entre la vérité théorique et, en gros, la vérité pratique, si l'on peut dire. Mais mon article s'appelait Soins de la vérité. Bon, donc, effectivement, il ne faut pas, sous prétexte de clinique et de thérapeutique, s'opposer aux recherches, disons, de type statistique sur les essais randomisés, etc. Mais il y a aussi la vérité du soin, en sens inverse. Et donc, effectivement, c'est bien une personne souffrante qui est devant moi et qu'il faut que je soigne quand je suis médecin, et sans attendre nécessairement que tous les essais randomisés aient été rendus et que pendant 6 mois, donc, la personne ait toute liberté de souffrir et de mourir. Je suis là pour la soigner ici et maintenant avec les moyens du bord. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que, en gros, on peut appeler ben voilà, l'action avec tout ce qu'elle peut avoir de provisoire, que de choses il faut ignorer pour agir, quelquefois. Si on n'a pas toutes les données, eh bien, on agit quand même parce qu'il faut tout de même essayer de trouver une issue. Et donc, voilà, au moins donner, par exemple, je ne sais pas, je dirais, des antibiotiques qui permettront, sinon de soigner la maladie, tout au moins de l'empêcher de se surinfecter. C'est déjà mieux que rien. Oui. Voilà. Si tant est qu'en plus les expériences sont complètement objectives, il n'y a même pas consensus sur les Ça, résultats. je n'entrerai pas trop là-dedans, je n'ai pas étudié la question d'une façon plus approfondie. Simplement, bon, on a le droit de... La médecine, là en l'occurrence, on sort un petit peu du sujet tout de même, parce que la médecine, telle que je l'envisage dans l'article que je viens de citer, donc soin de la vérité et vérité du soin, la médecine est étudiée moins comme une connaissance que comme une action. Comme une action, oui, c'est ça. Et bon, la connaissance doit être au service de l'action, mais il arrive que l'on puisse agir et y agir de façon efficace sans avoir toutes les connaissances nécessaires. Pendant des années, le médecin anglais Jenner ou Jenner, je ne sais pas comment diront les Anglais, puisque le nom semble de consonance plutôt allemande, a soigné la variole, a vacciné en réalité, mais sans savoir réellement quel était le principe du vaccin, et donc sans avoir la connaissance qu'on a eue plus tard de la microbiologie. Eh bien, n'empêche qu'il valait mieux être soigné par
Jenner qui utilisait la vaccine sans trop savoir pourquoi elle marchait, la vaccine étant le pus qu'on trouvait sur les mamelles des vaches. Vache, oui. C'est pour ça que le mot Ça vaccin vient du mot s'appelle vache, en fait. vaccine, voilà exactement. Pour, bon, il avait observé justement que les paysans qui traillaient les vaches n'attrapaient que des formes bénignes de variole. Donc, il s'est servi de cette observation. Bah, il a eu raison. Hein. On va chez un médecin, non pas pour avoir une théorie du vaccin, Mm. mais pour guérir de la variole. Exactement, oui, oui, c'est très. Mais alors, en même temps, donc, tu parles aussi de l'aspect aussi pratique de la recherche de la vérité. Enfin, tu as tout un passage dans ton tome 2, là, dans ton premier chapitre du tome 2, sur, sur, sur les liens entre praxis, vérité. Oui, oui, oui. Oui, mais alors avec bon, l'idée que un peu de souci de la praxis rapproche de l'action immédiate et beaucoup de soucis de la praxis, ça n'éloigne dans un premier temps. Parce que, bon, ce que je fais dans ce cours, au fond, c'est un cours, si l'on peut dire, sur la vérité, c'est que d'abord, je montre que la vérité est accessible en droit. Hein. Donc, je combats le scepticisme, le relativisme, le nihilisme qui nous disent que la vérité n'existe pas ou qu'on ne peut pas l'atteindre, ou que si on peut pas si on peut l'atteindre, on ne peut pas la dire. Et bon, on ne fait ici que se contredire, ne serait-ce que quand on dit que la vérité n'existe pas, on présuppose que ce qu'on dit est vrai. Et donc, il y a ici une contradiction manifeste. Et puis ensuite, j'essaye de donner une définition de la vérité. Et c'est complexe. La vérité est une notion relativement complexe parce qu'elle comporte plusieurs étages. Elle comporte un rapport à la réalité et elle n'est pas la réalité pour autant. Et c'est là qu'intervient la notion de reflet et donc la notion d'analogie, puisque à l'intérieur de la vérité, à travers le jugement ou à travers le raisonnement, on essaie de reproduire par la pensée les liens qui existent dans la réalité, ou les liens qui n'existent pas dans la réalité si nous sommes en face d'une négation, puisqu'il peut y avoir deux formes essentielles de jugement, l'affirmation et la négation. Et donc, bon, au fond, est vrai ce qui lie dans notre tête les concepts par l'intermédiaire des mots, comme sont liés dans la réalité les données réelles qui leur correspondent. Donc, voilà, c'est pour ça qu'une affirmation est vraie si elle lie dans notre esprit des choses qui sont liées dans la réalité, fausse si elle lie dans notre tête des réalités qui ne sont pas liées dans la réalité. Bon, si vous avez mal à la tête, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et alors, effectivement, à partir de là, on a bel et bien une analogie, puisque la vérité est une sorte d'égalité, non pas entre les choses, évidemment. C'est ça qui donne quelquefois l'illusion que le reflet est incomplet ou que le reflet n'atteint jamais les choses. C'est qu'on fait comme si la vérité, c'était dire le chien, et hop, il y a un chien. Non, le chien tout seul, ça peut être ni vrai ni faux. Un concept tout seul ne peut être ni vrai ni faux. Il y a du vrai et du faux à travers le langage quand on commence à articuler des phrases dans lesquelles il y a un sujet et un attribut d'une manière ou d'une autre. Et alors là, on forme un jugement. Et c'est ce jugement qui peut être vrai ou faux. Ce n'est pas chien ou bleu tout seul, par exemple. Ça n'aurait aucun sens, évidemment. Donc là, on a ce premier niveau. Et là, il faut bien comprendre que ce rapport d'analogie, précisément, comme dans un reflet, interdit l'action directe de l'un sur l'autre, si l'on peut dire. Puisque, bon, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté du miroir. C'est une vieille expérience, quoi qu'en dise Cocteau, si l'on peut dire. Ou Lewis Bon, Carroll. donc, voilà, ou Lewis Carroll, bon, effectivement. Et on peut. Donc là, il y a un parallélisme, en quelque sorte. Et comme on le sait, les parallèles ne se coupent pas, quelque part. Bon, ensuite, effectivement, il y a un deuxième sujet. Ce n'est pas le même. C'est la première des choses qu'il faut avoir en tête. J'ai vu trop de cours de philo où on confondait ces deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est celui du critère de la vérité. C'est-à-dire comment on sait que c'est vrai. Comment fait-on pour savoir si ce qu'on dit est vrai ou pas? Là, c'est la question du critère de la vérité, et donc c'est la question du rapport entre la théorie et l'expérience. Mais ce sont deux niveaux différents. Et il faut d'abord définir la vérité, et ensuite voir quel est le contenu du critère de la vérité. Et donc ici, avoir une réflexion sur la théorie et sur la pratique. Et c'est là qu'on va rétablir le critère matérialiste de l'expérience et de la pratique, en montrant qu'effectivement, le dernier mot revient toujours, d'une manière ou d'une autre, au sens large du terme, la pratique, l'expérience. Alors, entendons-nous bien encore une fois, il s'agit de la pratique scientifique.
la pratique à l'intérieur même de la recherche de la vérité, et non pas de la pratique purement pragmatique, c'est-à-dire de celle qui est relative à la technique. Une idée n'est pas vraie parce qu'elle marche. Hein. C'est pas ça, c'est plus complexe que ça. Le rapport de la théorie à la, comment dirais-je, à l'expérience, dans quelques domaines scientifiques que ce soit. C'est un troisième temps, c'est vrai que c'est compliqué. Que voulez-vous que j'y fasse si le réel est ainsi? C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on est là. Mais après, il y a un troisième temps, j'ai décrit la définition de la vérité, puis le critère de la vérité. Nous sommes toujours ici dans la théorie de la connaissance. Puis il y a un troisième temps qui est en grande partie extérieur à la théorie de la connaissance et qui est celui de l'application des connaissances scientifiques au champ technique. Et bon, on peut avoir, comme je le disais à l'instant, d'excellentes techniques qui ne reposent pas sur des connaissances scientifiques. Alors après, si, par exemple, pendant des millénaires, on a su comment faire pousser le blé dans les meilleures conditions, ou le riz, ou je ne sais trop quoi, et on n'avait pas pour autant une science botanique. Bon, eh bien, où on a été capable de mettre en place des calendriers extrêmement précis, alors que, par exemple, on ne savait même pas que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, et ainsi de suite. Eh bien, et alors, pourvu qu'on tombe juste quand on compte les années quelque part, et qu'on sache à peu près prédire le bon moment pour faire les moissons ou les récoltes. Bon, donc, c'est un troisième temps. Alors, évidemment, bien sûr, si on a la connaissance scientifique des phénomènes dont il est question, on va pouvoir, je ne sais pas, par exemple, si on fait de la mayonnaise, eh bien, on peut très bien ne pas avoir fait de chimie et être excellent pour faire de la mayonnaise. Mais si on sait exactement comment se produit l'émulsion qu'on appelle mayonnaise et de quelles molécules elle se compose, on peut peut-être faire de l'excellente mayonnaise avec beaucoup moins d'œufs. Ah, si tu as un truc pour réussir la mayonnaise, moi j'avoue, je rate une fois sur deux. Donc. Oui, mais bon, moi, je sais qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à la cuisine et donc qui sont chimistes et qui, utilisant la chimie, donc leur connaissance chimique, arrivent à de très bons résultats et surtout, ce qui est intéressant, à utiliser beaucoup moins de matières premières. Mais bon, après, le détail, Non, mais ma compétence en matière de mayonnaise, c'est que je la mange. Mais non, c'est vrai que par rapport à. Il faut avoir cette perception génétique des phénomènes, parce que l'objection qui est de dire nous ne savons pas si le soleil va se lever demain, si ce n'est par habitude. Elle a été complètement démolie à partir du moment où on a eu la révolution copernicienne et on s'est rendu compte effectivement que nous sommes dans un système solaire où la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, en fait, cette objection tombe d'une certaine manière, donc, justement par une connaissance génétique. Mais comme tu dis, ça n'empêchait pas de faire des calendriers, puisque au moins par l'habitude, on pouvait au moins en déduire. Non, Ça. bien C'est sûr. pour ça Et qu'il y a puis, plusieurs niveaux bon, voilà. de connaissance. Ouais. Et il y a, je dirais, des erreurs. Il y a des erreurs et des vérités qui sont neutres par rapport à la pratique. Au fond, que l'on pense que la Terre tourne sur elle-même ou que l'on pense que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ça change très peu de choses du point de vue de l'établissement des jours de la semaine, bon, et du calendrier. À tel point qu'on a gardé dans le langage courant l'idée que le Soleil se lève. Oui, bien sûr, exactement. N'importe. Ce n'est pas gênant, bien sûr, à partir du moment où, si on fait de la science, par contre, là, on dépasse le point de vue de Ptolémée pour aller vers celui de Copernic, ben là, on est pareil. Après, bon, je veux dire, la science ne consiste pas à être pédant. C'est-à-dire, bon, voilà, tu as dit que le soleil se levait, quel idiot, en réalité. Bon, en réalité, ce sont seulement les demi-habiles qui vont faire valoir leur connaissance scientifique pour s'opposer à la connaissance vulgaire qui, dans le domaine de l'action quotidienne et vulgaire, est suffisante la plupart du temps. La plupart du temps. Alors justement, je reviens un petit peu au nombre de préjugés qu'il y a eu contre le reflet. J'ai l'impression qu'à l'époque où la dialectique était à la mode, dans les années 70 à peu près, là où même le marxisme était à la mode, on donnait une vision tellement caricaturale de la dialectique que ça fonctionnait
au lieu d'observer le réel, les contradictions, si elles étaient antagoniques, non antagoniques, s'il y avait une transformation de la quantité en qualité, au lieu de l'observer concrètement, comme tu disais, on s'en servait comme outil permettant de justifier tout a priori, voire a posteriori. C'est assez bizarre, c'est qu'on a fait de la dialectique en fait exactement l'inverse de ce qu'elle désignait en termes de méthode, et de méthode appropriée à chaque objet, en fait, d'une certaine manière. Il faut Mais toujours oui, lutter contre ce préjugé, en fait. mais oui, 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 autant, bon, moi j'ai déjà tordu un petit peu le bâton au détriment de l'empirisme pour l'instant. Mais il faut toujours rectifier le tir. Contre le dogmatisme. Voilà, contre le dogmatisme et contre l'idéalisme, parce qu'évidemment, bien sûr, les connaissances, enfin, il ne faut pas retomber dans une dialectique de type hegelien qui consisterait au fond à croire qu'on va engendrer le réel par la seule puissance de sa pensée. Et par exemple, à l'époque où Althusser, le premier Althusser, tout au moins, parce qu'il y a eu une évolution dans sa pensée, où le premier Althusser publié pour Marx, par exemple, puis lire Le Capital, là où on avait effectivement un déluge de théoricisme. D'ailleurs, il l'a lui-même avoué, en quelque sorte, il a confessé, il a fait une espèce d'autocritique à ce sujet. Et donc, on parlait de la pratique scientifique. Et alors, en durcissant de façon exagérée la coupure, non pas la rupture épistémologique, comme dit Bachelard, mais la coupure, mot d'ailleurs qui n'est pas bachelardien véritablement, entre la connaissance vulgaire, entre guillemets, et la connaissance scientifique. Bon, et du coup, c'est aussi une façon très aristocratique de dévaloriser les connaissances de monsieur tout le monde, qui sont bel et bien réelles, et qui, dans le champ qui est le leur, ont leur pertinence, quelque part. Et par ailleurs, effectivement, c'est aussi une manière de couper la pratique scientifique de la réalité tout court. Puisque, par exemple, avec Althusser, on retombait, le premier Althusser, hein, je signale cela aux Althusseriens qui m'écouteraient, on a le même travers que chez Bachelard. Donc on est en plein dans l'épistémologie rationaliste et idéaliste à la française, opposée à l'épistémologie plutôt empiriste des anglo-saxons. Bon, très bien, dans un sens, il y a de la vérité là-dedans, et on pourrait le montrer. Mais la pratique scientifique elle-même en aboutissait à l'idée qu'elle travaille uniquement un objet théorique, que son objet est un objet théorique, et qu'il faut bien le distinguer, le démarquer totalement de l'objet réel. Oui, bien sûr, il faut le démarquer de l'objet réel, mais il n'empêche qu'en travaillant sur l'objet théorique, c'est bien l'objet réel qu'on veut connaître. Qu'est-ce que ça serait que de connaître un objet théorique qui n'existe nulle part et qui ne peut exister nulle part? L'objet théorique, oui, il faut le travailler dans notre laboratoire ou dans notre théorie ou dans notre théorie mathématique et ainsi de suite. Mais bon, il n'empêche que le but réel de tout ça, c'est finalement de connaître la réalité. Et la réalité, elle n'est pas théorique. Hein. Elle est la réalité telle qu'elle. Elle n'est pas plus vraie que fausse. Ce n'est pas le réel qui est vrai ou qui est faux. C'est nos idées sur le réel qui sont vraies ou qui sont fausses. C'est tout à fait autre chose, quelque part. Donc, chez Althusser, on a, à mon avis, une coupure exagérée, tout au moins dans la première partie de son œuvre. Et du coup, ça permet aussi de faire se dérouler une sorte de dialectique ou de logique, enfin, à la façon des structuralistes, puisqu'au fond, c'était quand même le travers principal des théories althussériennes. Elles étaient exagérément marquées par le structuralisme à la mode à cette époque-là. Et donc, en fait, on fabrique des structures, des combinatoires, en gros, quoi. Et puis après, ben, voilà, on va un peu sur le terrain, comme ça, et on s'aperçoit qu'elles se réalisent à tel ou tel endroit. Mais la réalité ne fait que donner, au fond, des exemples concrets de structures élaborées de façon purement conceptuelle. Bon, on retombe dans le platonisme. On retombe dans l'idée qu'au fond, le sensible n'est qu'une sorte de pâle imitation ou de pâle concrétisation de modèles purement intellectuels. Alors, la dialectique marxiste, c'est l'analyse concrète de la situation concrète, c'est la logique spéciale de l'objet spécial, pour prendre l'expression de Marx, et ainsi de suite. Et donc, je ne dis pas que l'analyse des structures ne soit pas intéressante, ni que le structuralisme ne soit pas intéressant. Mais bon, il est circonscrit. Il a son propre domaine, il a son champ, il faut en voir aussi les limites.
Il y avait Lucien Goldman qui avait essayé de rattacher les wagons en disant, en parlant de structuralisme génétique, comment on peut passer d'une structure à l'autre. Mais en fait, là, on retrouvait en fait l'ensemble du matérialisme dialectique d'une certaine manière. Voilà, si on veut passer de la façon dont on passe, si on veut parler de la façon dont on passe d'une structure ou d'une globalité ou d'une totalité à une autre totalité, on va retrouver l'esprit de la logique dialectique à ce moment-là. Et donc, oui, bon. En gros, pendant toute une période, par exemple, si on veut parler de ça hein, plus spécifiquement, on partait des conceptions de Saussure au sujet du langage, avec la diachronie et la synchronie. Et donc, bon, Saussure avait surtout fait remarquer qu'il fallait changer le point de vue qu'on avait jusqu'alors sur le langage, où on essayait avant tout de définir des étymologies, donc de voir comment le langage évoluait les langues évoluaient d'une période à une autre. Très bien, pourquoi pas, mais en tout cas, Saussure disait que ce qui importait, c'était de voir comment, dans une langue donnée, à un moment donné, les mots faisaient sens entre eux. Et ça s'appelle la synchronie. Bon, et alors du coup, à cette époque-là, on a été complètement absorbé, y compris dans le domaine des sciences sociales, par ce point de vue de la synchronie, du fonctionnement. Ah oui, d'accord, enfin, il y a les deux. Les langues évoluent. Et donc, elles évoluent aussi, pourquoi? Elles évoluent parce que, d'abord, elles ne sont pas toutes seules, hein, elles servent à communiquer dans des pratiques sociales données. Et il y a ce qu'on appelle l'interaction verbale, dont parlerait Bakhtin, donc un grand matérialiste soviétique. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait qu'à l'intérieur des langues, il y a des failles, il y a les structures elles-mêmes ne fonctionnent pas d'une façon parfaite. Et donc, bon, voilà, il y a des points de faille par lesquels, effectivement, du langage peut se défaire ou se refaire. Et donc, bon, voilà, il y a une dialectique. Comment tu perçois les tentatives de Chomsky par rapport à Saussure, justement? Est-ce que c'est pas insister un peu trop sur la synchronie? Je le dis peut-être un peu naïvement. Bah, ouais, là, donc, il faudrait entrer dans toute la philosophie du langage. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail quand on abordera ce chapitre. Bon, moi, je trouve ça très intéressant parce que Chomsky renvoie notamment aux grammaires génératives et donc tout l'effort sur le rapprochement entre logique et linguistique qui fut celui notamment des logiciens de Port-Royal et donc des amis de Pascal, de Blaise Pascal, par exemple. Bon, tout ça est tout à fait intéressant. Mais bon, là, ça demanderait un développement si long qu'on sortirait du sujet sur la vérité. Oui, tout à fait, exactement. Et non, et dernière question à l'intérieur de cette longue parenthèse. Et justement, est-ce que cette insistance d'Althusser sur le structuralisme, est-ce que c'est pas ça qui l'a fait après rejeter carrément la dialectique, puisqu'il n'en avait plus besoin, en fait, dans son structuralisme à lui, Et puisqu'il oui, oui, oui. Ben, voilà, bon, je crois que Althusser a tangué entre une approche finalement idéaliste de la dialectique et un rejet de la dialectique sous prétexte d'idéalisme. Bon, voilà, donc en réalité, il a néanmoins eu un très grand mérite, hein, parce que les grands débats sur dialectique marxiste et dialectique hegelienne, c'est en grande partie par lui qu'ils sont venus très forts, en tout cas en France. Et donc, notamment, l'analyse de la fameuse phrase de Marx qui dit qu'il faut remettre la dialectique de Hegel à l'endroit pour pouvoir en dégager le contenu rationnel. Donc, il a attiré l'attention là-dessus, il a attiré du même coup l'attention sur l'approche léniniste de la dialectique hegelienne, des cahiers de Lénine sur la dialectique de Hegel. Bon, tout ça, on le doit très largement à Althusser, mais je ne crois pas qu'il se soit dépatouillé de ce problème-là. Je ne crois pas qu'il ait réussi à aller jusqu'au bout. Il a tangué comme dans bien des domaines, c'est-à-dire en durcissant trop le trait d'un côté, puis en le durcissant trop en face. Par exemple, au début, on a chez Althusser, ce n'est pas le but de parler spécialement de lui aujourd'hui, mais je crois que c'est utile de le dire. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma trajectoire intellectuelle. Donc au début, il a une approche théoriciste du marxisme, théoriciste de la science. Hein, l'objet théorique étant coupé de l'objet réel, et ainsi de suite. Et puis après, il passe à une conception complètement opposée dans l'opuscule Lénine et la philosophie, si je me souviens bien, dans lequel il explique que pour finir, 68, ouais, à peu près. la philosophie n'a pas pour but la vérité, mais la justesse, simplement. Et la justesse pratique, c'est une intervention pratique dans le champ des théories.
ni plus ni moins. Donc, elle n'a pas véritablement, à partir de là, de dimension ni gnoséologique véritablement, ni même ontologique, ni a fortiori ontologique. C'est un véritable tournant dans son œuvre. C'est un véritable tournant. Et là, on passe à l'inverse, on passe à un praticisme. On a d'abord eu un objectivisme, un théoricisme, un rationalisme quasiment bachelardien avec des relents structuralistes, et puis ensuite on passe à une espèce de praticisme du philosophe qui intervient dans la théorie, je dirais un petit peu un coup de marteau. Alors bon, il doit intervenir dans la théorie, sinon il ne sert à rien, bien sûr, mais parce qu'il a une théorie de la théorie. Et parce qu'à travers cette théorie de la théorie, il a aussi une théorie de la réalité. Et à partir de là, il peut éclairer son intervention. S'il n'a aucun point d'appui en vérité, si l'on peut dire, il ne peut pas non plus avoir de point d'appui en justesse. Et donc, le mot justesse l'indique bien, d'ailleurs. Quand on dit c'est juste, quand un prof met c'est juste dans la marge d'une copie, il ne vise pas simplement la justesse, il vise aussi la vérité. Donc, l'adéquation entre un jugement ou un raisonnement et une réalité ou un groupe, un ensemble, une articulation de réalité. C'est un bon exemple parce qu'on retombe sur nos pas par rapport aux critères de vérité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un troisième Althusser, celui du matérialisme de la rencontre, le retour à Épicure, le Ilia, le Hesgypte heideggerien est-ce qu'on part Oui, pas oui, oui, c'est oui, peut-être le oui. moins intéressant, peut-être, mais Oui, ça, c'est encore un autre. C'est encore un troisième Althusser. bon, oui, ben c'est encore, pour ma part, ce que j'appellerais un effet de roulis ou de tangage. Ça dépend, les marins jugeront si c'est une oscillation latérale ou d'avant en arrière, enfin, peu importe. Mais bon, dans un premier cas, alors, on est fasciné par les structures, hein, et donc ça y est, l'individu et l'événement disparaissent. Le marxisme apparaît comme un bloc déterministe, comme une espèce de, comment dirais-je, bon, de mécanique, quoi. Et bon, cette dialectique très mécanique, finalement, ne va pas jusqu'au bout, et puis, de toute façon, ne parvient pas à englober l'histoire et à agir sur elle. Et donne raison, de ce fait, à des gens, j'en parlais la fois précédente, comme Paul Venn, qui vont dire, ouais, qu'est-ce que vous faites de la contingence? Qu'est-ce que vous faites de l'événement? Si Lénine n'était pas arrivé en Russie par le train blindé, est-ce que la révolution d'octobre aurait eu lieu, etc. Des choses comme ça. Bien, et ce sont des objections recevables, hein, de mon point de vue. Bon. Mais on tombe dans l'inverse. Après, c'est la contingence, c'est l'aléa, c'est l'individu, c'est l'événement, c'est le ici et maintenant, etc. etc. Et à partir de là, on est presque dans la négation du théorique, du conceptuel, de la loi scientifique, et surtout, il ne faut pas prononcer un mot pareil, et ainsi de suite. Non, bah, justement, l'intérêt de Marx, c'est précisément d'arriver à construire la connaissance du singulier, de l'événement, et Marx l'a fait à plusieurs reprises. Hein. Marx est un auteur, il n'est pas simplement un grand scientifique, c'est un grand journaliste. Il a travaillé pour les journaux et il a aussi écrit, par exemple, La guerre civile en France, pour décrire la Commune, presque à chaud. Et par exemple, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, où il traite du coup d'État qui a donné naissance au Second Empire. Bon, donc, Marx est un auteur qui est capable d'aller de l'analyse des structures vers l'analyse concrète des situations concrètes et donc de passer de façon construite, et il explique comment en plus. J'ai parlé l'autre fois de l'introduction de 1857 à la méthode de la science économique, comment effectivement il est possible de construire le concret de pensée à partir de l'abstrait, sans s'imaginer, comme le faisait Hegel et comme le font les idéalistes, que le concret de pensée, c'est le concret réel. Autrement dit, qu'en connaissant le concret de pensée, on arrive à produire le concret réel, ce qui est une illusion idéaliste. C'est le cœur de la philosophie spéculative. Mais enfin, bon, Marx a donné tous les outils. C'est un peu curieux qu'on n'arrive pas à attraper tous les bouts. Marx a donné en plus, enfin, je veux dire, la pelote du marxisme, elle est quand même relativement bien ordonnée, c'est pas un embrouillamini. Les choses sont rangées là-dedans. On voit les bouts de fil qui dépassent, et si on tire dessus tout doucement en regardant point par point où ça va, on arrive à développer une pelote qui bon, comporte ce qu'on appelle un fil rouge. Hein, au lieu de toujours tanguer de droite et de gauche, du gauchisme au révisionnisme, du dogmatisme à l'abandon total des positions, des positions de principe, et ainsi de suite.
Oui, mais c'est vrai que c'est aussi ce marxisme des années 70 dont tu parles, parce que tu dis qu'il était important dans ta formation intellectuelle, parce que simplement c'est l'époque hein, on passe par là. Et je crois que Lucien Sèvres parlait de marxisme en pièces détachées, et justement, ça n'est plus du marxisme, même le couper justement les parties les unes des autres, il faut reconstituer le tout, et puis et encore l'appliquer à l'objet. Et c'est aussi parce que justement il n'y a pas de méthodologie marxiste indépendamment d'un objet qu'on est toujours contraint de faire ce retour à Marx dans un. Enfin, il Oui, n'y a pas un code de la route, quoi. C'est pas ça le problème, oui, peut-être. oui, oui. Marx ne donne pas non plus une méthode universelle. Le livre qui s'appelle Introduction à la méthode de la science économique, ben, c'est la science économique dont il traite, c'est pas de la physiologie, de la chimie ou de je ne sais trop quoi. Bien qu'il y ait des. Après, bien sûr, on peut trouver des points communs entre les différentes sciences, hein, bien sûr. Et pardon, là, je fais un peu dans comment dire, comme Voici ou Gala, on parle un peu on va retourner aux personnes, mais là, c'est vrai que je me rappelle dans l'article de l'Humanité qui était consacré à Lumière commune, enfin, j'aurais pu consacrer, à mon avis, plusieurs articles, vu l'importance du volume, et c'était André Tauzel qui est décédé juste après, d'ailleurs, hein, il faut lui rendre hommage, et ça avait été sans doute une de ses dernières lectures, mais il te qualifiait, il te disait, Georges Gastaut, qui est plutôt sévien que althussérien. Et alors, c'est à la fois vrai au sens où tu défends la dialectique contre Althusser, c'est totalement faux au sens où tu es opposé à Sèvres d'un point de vue politique, je veux dire, dans même sur la notion même de philosophie marxiste aussi, et de marxisme-léninisme peut-être. Et c'est peut-être faux aussi, ou par rapport à Althusser, il y a, comment dire, tu étudies aussi les creux du discours althusserien. Enfin, je ne sais pas comment te faire Oui, réagir à oui, ça. oui, oui, C'est important. C'est vrai qu'en même temps, bon, c'est oui, deux piliers très importants dans le marxisme français, peut-être même dans le marxisme mondial, c'est quand même Sèvres et Althusser. Et toi, ça correspond à tes années de formation philosophique. Et oui, c'est bien quand même sûr. intéressant je veux dire, outre l'aspect vraiment, pour ça que je disais un petit peu conjoncturel, personnel, je pense que tout ça, il y a des enjeux de pensée comment s'orienter dans la pensée avec ces deux grands piliers ou récifs, voilà. Oui, oui, ben, moi je ne me dirais ni sévien ni althusserien. Moi, j'essaie d'être marxiste et même bon, léniniste, mais enfin, bon, j'essaie surtout de suivre le fil du matérialisme dialectique. Voilà. Alors après, de temps en temps, il se trouve que ce fil du matérialisme dialectique me rapproche d'Althusser, puis à un autre moment, il me rapproche de Sèvres, et ainsi de suite. Mais je ne me détermine pas par rapport aux individus et aux œuvres. Je ne suis pas, comment dire, philologue. Voilà, enfin, j'aime bien sûr lire et les textes, j'essaye de les connaître un petit peu, mais ce n'est pas pour moi ce qui est le plus déterminant. Et quand on regarde l'index que les éditions Delga ont bien voulu mettre en place, l'index nominum, quoi. Bon, les questions des personnes citées, on voit bien que, même si je cite évidemment beaucoup Marx, Lénine ou Sèvres, pourquoi pas, bien sûr, je cite beaucoup plus encore de philosophes, entre guillemets, bourgeois ou de scientifiques de toutes sortes. Voilà, et pas parce que c'est un tel ou un tel, mais parce qu'à tel moment, la démarche conduit sur tel terrain. Alors, chez Sèvres, il y a. Si on me demande si je suis sévien, je dirais, dites-moi de quelle Sèvres vous parlez, je vous dirai si je suis sévien. Bon, si on me demande si je suis althusserien, je dirais, dites-moi de quel Althusser vous parlez, et je vous dirai si je suis althusserien sur tel point. Bon, mais ce ne sont pas des allégeances, quoi. Je ne fais pas allégeance à. J'aimais bien Sèvres en tant qu'individu. Bon, je ne l'ai pas approché énormément, mais chaque fois que je l'ai approché, je l'ai apprécié. Althusser, ça n'a jamais été mon cas. Mais voilà, il savait très bien que je n'avais pas d'allégeance par rapport à lui. Il savait aussi très bien du même coup qu'il était garanti de ma part contre toute attitude, disons, de rejet personnel ou de vindicte ou de je ne sais quoi. Enfin, bon, il n'y avait pas d'affect, quoi. Pas d'affect dans ce rapport. J'essaye d'appliquer la vieille phrase d'Aristote parlant de son maître Platon. Dit-on, hein, amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon est mon ami, mais la vérité l'est encore davantage. Et c'est comme ça qu'on reste bons amis, justement. C'est comme ça que, en mettant la vérité, c'est-à-dire le tiers absolu, donc à travers la vérité, la réalité, au-dessus des relations amicales,
les relations amicales sont elles-mêmes réglées par quelque chose qui les dépasse et qui leur permet effectivement de ne pas verser sans arrêt dans l'adulation ou dans la détestation. Et justement, une question qui me fleur les lèvres, c'est que justement, tu disais, quand on parle de Sèvres ou l'Althusser, je demande lequel, quelle période. Toi, tu as à la fois le bonheur et le malheur de tout publier d'un coup. C'est un traité de 2500 pages en un coup. Donc à la fois, on ne voit pas forcément ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, puisqu'on le voit sous un espèce de bloc marmoréen. Mais et justement, quel a été ton parcours philosophique? Sur quoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu as définitivement abandonné? Ou alors, à partir de quel moment, disons que tu avais l'ensemble du système? Et, je pense que tu n'accepteras pas justement le fait que le système soit pas lui-même dynamique, mais voilà. Oui, oui, oui. Bon, il y a bel et bien un système, mais ce n'est pas mon système. C'est, disons, la cohérence des positions matérialistes et dialectiques que j'essaye de mettre en place, quoi. En gros, bon, moi, mon projet est double. Ma détermination au niveau intellectuel a été double. D'une part, j'étais professeur de philosophie. Donc, chaque année, j'avais, avec une classe de terminale, avec une TL par exemple, l'obligation de parcourir tout le programme et donc de faire ce qu'on appelle de la philosophie générale. Et je m'en suis tenu à cette idée-là lorsque j'ai produit donc Lumière commune. C'est au départ une sorte de cours de philosophie générale. Et je crois que c'est incontournable. Parce que bon, il ne faut pas que les philosophes eux-mêmes, ça m'effraie quand je vois ça, quoi, se spécialisent. Alors on fait de la philosophie politique toute sa vie, ou on fait de la philosophie ou de l'esthétique toute sa vie, et ainsi de suite. Bon, à ce moment-là, on reproduit à l'intérieur de la philosophie ce qui se produit sur le champ, dans le champ des sciences ou dans le champ des techniques, c'est-à-dire une division du travail telle qu'il n'y a jamais de point de vue d'ensemble, il n'y a jamais de synopsis. Et comme il n'y a jamais de synopsis, et c'est là que je passe au deuxième déterminant, eh bien c'est la bourgeoisie, en réalité. C'est l'idéologie bourgeoise, c'est l'hégémonie culturelle C'est elle qui a le bourgeoise système. Ouais, c'est elle qui qui donne le garde. système. Parce que, de toute façon, il faut partir d'une chose très simple. C'est pas parce qu'on veut écarter les systèmes qui n'existent pas. D'abord, il y a le réel qui fait système, d'une certaine façon, hein, puisque quelles que soient ses failles, ses hétérogénéités, et ainsi de suite, ben, tout ça se débrouille pour marcher ensemble. Et deuxième chose, la société elle-même, quelles que soient ses failles, quelles que soient ses contradictions, et ainsi de suite, elle forme tout de même bel et bien quelque chose qui, cas un cas, fonctionne ensemble. Et l'idéologie de cette société aussi. Donc, finalement, les choses retombent sur leurs pattes. Hein. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas. Tout simplement non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles ne le sont pas, précisément. Parce que ce n'est pas magique et que par conséquent, ce qu'on a mis dans la boîte doit bien, d'une façon ou d'une autre, en ressortir tel qu'il était, ou en tout cas sous une forme différente, mais avec les mêmes éléments substantiels, disons. Donc, à partir de là, cette réalité étant donnée, eh bien, il est forcé, il est normal, enfin, que les philosophes tentent, en tout cas, d'essayer de mettre en place une véritable vision conceptuelle globale. Bon, alors à partir de là, ben, construisant mon cours, en particulier, chaque année, je revoyais un petit peu les choses, aussi à partir des objections de mes élèves. Un cours, c'est vivant, un cours, des fois, des élèves qui mettent le doigt sur des choses qu'on n'avait pas vues, et ainsi de suite. Je crois qu'un prof de maths, c'est la même chose, hein, dans son domaine. Et, bon, voilà, ça s'appelle la curiosité intellectuelle, et si on n'en a pas soi-même, si on ne peut pas la transmettre à ses élèves. Donc, j'ai amélioré un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'ai constaté que certains cours que je faisais étaient exagérément, par exemple, saussuriens sur le langage, et après, exagérément historicistes, par exemple, sur le langage. Bon, ben voilà, j'essaye d'ajuster au fur et à mesure. Et ça donne Lumière commune qui a été écrit au fil des années à partir de cette préoccupation qui était à la fois politique, au sens très large du terme, pas au sens partisan, au sens politique large, c'est-à-dire proposer une contre-cohérence orientée vers les Lumières face à la contre-cohérence que j'estime orientée vers l'obscurantisme de l'idéologie dominante, et aussi offrir, disons, à des élèves qui pourraient entrer en philosophie, un fil directeur qui puisse les mener sans incohérence d'un bout à l'autre. Pour moi, c'est quand même ça l'essentiel de la démarche philosophique. Je disais même à un certain moment que quelqu'un comme, par exemple, Glucksmann, André Glucksmann,
que je combats, que je trouve, dont je pense qu'il a écrit des trucs que je qualifie d'atrocités philosophiques, effectivement. Mais je considère qu'il est quand même philosophe à cause d'un certain courage, ou plutôt d'un certain culot, qui fait qu'il est capable d'aller d'un bout à l'autre d'une démarche, de présenter une cohérence, fût-elle détestable, quelque part. Et à partir de là, on peut construire quelque chose, non pas sur lui, mais contre lui, ce qui est déjà mieux que rien. Par exemple, ça ne serait pas le cas de Bernard-Henri Lévy. Je ne considère pas Bernard-Henri Lévy comme un philosophe, alors que je considère Glucksmann quand même, globalement, comme un philosophe que je combats, mais un philosophe quand même. Quoi. Il offre une cohérence. Et le propre du philosophe, c'est d'essayer justement de ne pas défaire le matin ce qu'il a fait la veille, et par conséquent de donner une sorte de sens à son existence, de telle façon qu'il puisse effectivement ne pas sans arrêt, en comprenant les contradictions de la réalité, ne pas être lui-même constamment en contradiction avec lui-même. C'est quand même un petit peu ça aussi, le projet initial de gens aussi divers que Socrate, Héraclite ou Socrate, qui s'appelait la sagesse. Je ne dis pas que le philosophe arrive à la sagesse, mais il essaye au moins de la viser, c'est-à-dire une cohérence à l'intérieur de sa vie avec des principes qui puissent se retrouver dans différentes situations, que ce soit dans tel ou tel domaine, pour que, pour qu'il soit libre. Au fond, c'est la liberté, l'objet final, qu'il soit sujet de ce qu'il a fait, qu'il puisse dire j'ai fait ce que j'ai fait, et je me reconnais dedans. Et il me semble que ce que tu évoques sur la nécessité de faire de la philosophie générale, phylogénée, quoi, comme on disait presque en C'est ça. terminale. Toi, tu as eu la chance de pouvoir donc, à la fois le faire donc, en terminale, puis après en classe préparatoire, qui d'une certaine manière reprend méthodologiquement un petit peu les choses qu'on fait en terminale. Hein. Et si je compare, disons, tous ces gens qui ont une préoccupation de penser le matérialisme dialectique, disons, dans sa globalité, on n'a pas parlé par hasard de Sèvres et Althusser, je vois dans ces trois démarches, je vois un point commun d'une certaine manière, c'est que vous êtes très éloigné de l'université et ses divisions du travail. Parce que je vois à la fois Althusser était caïman à Normal Sup, qui est un point de vue un peu surplombant, mais en même temps qui est bien généralisant. Sèvres, lui, pour des raisons biographiques évidentes, a jamais pu accéder à l'université, puisqu'il a toujours été, il a expliqué, hein, depuis les années 50, c'était quasiment impossible. Toi, effectivement, il y a les classes préparatoires, mais tu ne t'es pas inscrit dans une spécialisation particulière. Est-ce que ça... Non, il y a ça, puis il y a aussi le fait que, justement, philo général, on s'adresse à des citoyens et pas à des gens spécialisés non plus. C'est-à-dire que même le public lui-même n'est pas spécialisé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème entre quand on accole ces deux choses, c'est-à-dire philosophie d'un côté et université bourgeoise de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un immense problème de méthodologie, ou alors quand on accepte déjà cette division du travail telle que la bourgeoisie l'a créée, et à l'intérieur même du savoir, est-ce que ça pose pas d'immenses problèmes, sans parler de la concurrence du néopositivisme logique qui est en train de tout envahir, d'après ce que j'ai compris dans l'enseignement de la philosophie à l'université aujourd'hui. Bon, voilà, je lance des pistes, mais... Oui, oui, oui. Là, il faudrait étudier la question plus précisément. Bon, je ne suis pas universitaire, je n'ai pas une connaissance intime de ce fonctionnement, mais ce que je demanderais tout simplement à l'université, c'est de répondre à son nom, université. Ah oui, voilà, c'est ça, Ouais, exactement. c'est précisément aussi cette capacité, notamment de voir les choses du point de vue de l'universel, qui me semblerait devoir dominer. Et l'évolution de l'université française à la Pécresse, quoi, à partir des lois Pécresse, puis de tout ce qui a suivi, ne me semble pas positive, bien sûr, de ce côté-là. Alors effectivement, il y a quand même la possibilité, de la part de philosophes qui sont dans l'université, de travailler l'universel et dans l'universel, et beaucoup le font quand même. Après, bon, il y a ça. Dans le cadre contraint qui existe, la question est de savoir si cette contrainte, on l'intériorise, on ne la voit même plus et on s'y plie définitivement, ou si on essaye au contraire, eh bien, tout en faisant avec, de la dépasser. Et ça, je pense que quand même, il y a quand même des intellectuels en France qui le font, quoi. Oui.
Après, c'est vrai qu'en plus, il y a le risque inhérent dont tu parlais, c'est le philologisme, hein, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour la discipline philologique, hein, qui est vraiment sur des textes en plus particulièrement obscurs en latin-grec, où là, il y a carrément la barrière de la langue et puis de civilisations complètement différentes, c'est extrêmement fécond. Mais il y a ce risque que la démarche philosophique se transforme en philologisme, au sens où on a des spécialistes de textes les uns les autres. Et j'ai vu le peu que j'ai compris de pratique de la philosophie à l'étranger, notamment dans les pays de latin, en fait, on pourrait dire. C'est toujours, on compare, on met deux auteurs, comparer tel auteur à tel autre. Et on ne sait pas pourquoi ces deux-là. On est spécialiste de deux thèmes et puis on les confronte et ça fait une démarche philosophique. Enfin, j'ai remarqué que c'est un travers de la pensée universitaire. Et effectivement, comme tu dis, il y a une exigence de totalité. Et on revient en fait au schéma, au tome 2 de ce que tu as dit sur la recherche de la vérité. Il y a le point de vue quand même de la totalité qui est important. D'ailleurs, que perdait pas Althusser, c'est bien ça, pour ça que dans la dialectique, il a gardé cette idée du point de vue de la totalité, mais il a perdu après l'articulation pour passer d'une structure à l'autre. Il me semble, hein, je résume à gros traits, mais je crois que c'est un petit peu ça le problème pour revenir un peu à notre discussion Oui, sur la oui, vérité. c'est ce qui fait ce côté terrifiant, quoi, enfin, de sa biographie, où on a au départ l'impression d'un écrasement par le structuralisme, en fait. Et puis après, bon, voilà, son devenir tragique, hein, on commençait D'individus d'ailleurs, hein, c'est drôle, au oui, parce que début, voilà, et puis bon, l'autobiographie pour finir, une autobiographie quand même, à première vue, au moins sans concept. Le concept sans l'individu, puis l'individu sans le concept, quelque part. Bon, oui. Avec des côtés auto-accusatoires, du genre j'ai jamais lu Marx, voilà, oui, bon, j'écrivais un livre sur marxisme et psychanalyse sans avoir pu lire une ligne de Freud. Bon, c'est de l'auto-accusation aussi, hein. Et d'ailleurs, c'est nier aussi le fait que de toute façon, il avait une équipe autour de lui, au moins pour Marx, c'est lire le Capital, enfin lire le Capital sans doute, qui a fait aussi l'althussérisme. Donc, oui, tout oui, n'est oui, pas, bien sûr, bien tout sûr. reposait pas sur le contingence de l'individu. Ouais. Oui, oui, maintenant, en fait, en gros, il faut dépasser le cas d'Althusser, de Lucien Sèvres ou de Garodi, parce qu'en fait, c'était une triade. Oui, oui, c'est vrai, il y avait Garaudy. Ouais. Et donc, bon, derrière l'affrontement de ces trois noms se joue effectivement le devenir du mouvement communiste. Ils reproduisent dans l'élément de la pensée, si l'on peut dire, la crise du mouvement communiste international dans les années 60. Bien Ce sûr. qui a pu donner par la suite, parce que tout simplement aussi, les contradictions du mouvement communiste n'ont pas été reconnues à temps, hein, n'ont pas été explorées à temps et n'ont pas été traitées à temps. Et donc, à partir de là, chacun est parti C'est la avec. chouette de Minerve qui prend toujours son envol après, hein, la Voilà, contre-moderne. exactement, bien sûr. Mais bon, on pourrait penser précisément que le rôle d'une dialectique marxiste, c'est d'être aussi capable d'anticipation. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, Bon, oui. c'est le point de vue de là, c'est le point de vue de la praxis, effectivement, qui est que on se sert de la théorie aussi pour non pas seulement interpréter ce qui s'est passé, mais pour, dans une certaine mesure, à l'aide de la notion de loi tendancielle, par exemple, prédire ce qui peut advenir. Prédire, non pas d'une façon comme on prédit une éclipse, hein, la loi tendancielle, mais bon. Et c'est vrai que disons, les discussions Garaudy, Althusser puis Sèvres sont toutes postérieures à la crise de Lysenko. Oui, oui. On va dire que c'est la réponse à ça, enfin, d'une certaine manière. C'est comment on se démêle de ça, d'une certaine manière. Oui, comment on se démêle d'une approche complètement dogmatique, effectivement, de la philosophie qui dicte aux sciences ce qu'elles doivent trouver avant qu'elles aient cherché. Donc, bien sûr, il faut sortir de ça. Mais il ne faut pas sortir de ça. C'est toujours pareil, c'est toute la difficulté. On a eu la même du point de vue politique. Comment sortir d'une conception dogmatique du matérialisme dialectique sans le liquider, sans jeter, comme on dit, l'enfant avec l'eau sale, et sans pour autant, en sens inverse, avaler toute l'eau sale sous prétexte de sauver l'enfant. C'est toute la difficulté de l'héritage, en réalité. Donc, dans Lumière commune, moi, je travaille sur cette notion d'héritage. Je pense qu'il y a un élément ici qui m'a aidé, c'est que dans les années 90, en tant que militant communiste, lorsque j'ai été confronté à la question de la destruction de l'URSS, de la contre-révolution, de l'écroulement d'un certain nombre de choses que l'on pouvait penser, ce n'était pas mon cas, hein, mais que l'on pouvait penser définitivement acquises. Eh bien, comment hériter en communiste de cet héritage communiste? Et là, je voyais certains qui brûlaient ce qu'ils avaient adoré,
donc passer du stalinisme, entre guillemets, le plus extrême à l'anti-stalinisme non moins extrême, bon, ou bien qui idéalisait ce qui s'était produit. Donc, en fait, en gros, tout allait bien. Et puis, il y a un méchant qui s'appelle Gorbatchev qui arrive, qui trahit, et à partir de là, tout s'écroule. Bon, tout ça n'était pas bien sérieux, évidemment. Qui plus est, ça ne donnait pas de point d'appui sur la pratique, puisque pour qu'il y ait une pratique communiste, il fallait à la fois hériter de ce qui, dans les pratiques communistes du passé, pouvait être porteur d'avenir, précisément, et en même temps, évidemment, trier. Il faut trier aussi, parce que sinon, par rapport à la jeunesse, si on dit, voilà, si on dit on va reproduire exactement la même chose, la jeunesse, elle peut se dire, mais si vous reproduisez exactement la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça va produire la même contre-révolution à l'arrivée. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit modifié. Donc, à partir de là, j'ai travaillé sur la notion léniniste, mais marxiste en réalité, marxienne, d'assimilation critique de l'héritage, en distinguant le fait qu'il faut assumer tout l'héritage, parce que quand on hérite, même en droit bourgeois, hein, bon, vos parents décèdent, vous On héritez. a eu des dettes aussi, oui. Voilà, vous héritez de tout. Vous acceptez, vous assumez l'héritage, vous ne l'assumez pas. Mm. Bon, eh bien, les communistes doivent dire par rapport à l'héritage de 1917, j'assume, je prends. Mais une fois qu'ils ont pris, qu'ils assument, effectivement, ça ne les dispense pas ensuite de trier entre les dettes et les actifs. Et même, effectivement, de savoir que qui paie ses dettes s'enrichit. Et que donc, quand on fait des autocritiques saines sur des points donnés, ce n'est pas un recul, ce n'est pas une concession, c'est une reprise d'élan, un reculer pour mieux sauter, quelque chose comme ça. Le tout étant qu'on est véritablement pour but toujours, non pas de se flageller et de renoncer aux objectifs historiques de la révolution et du socialisme, mais de véritablement les assumer ici et maintenant. C'est pour ça que je parle de communisme de nouvelle génération. Mais le communisme de nouvelle génération ne signifie pas qu'il n'y ait pas de génération ancienne avant le communisme de nouvelle génération par définition. Donc tout ça est assez logique et le travail proprement politique a pu me servir aussi dans le domaine de la philosophie, où on est effectivement sans arrêt confronté à cette idée que, bon voilà, on va hériter de Hegel, on va hériter de Kant, on va hériter de Descartes, enfin, on va hériter de tous ces monuments. Un peu de marxisme va éloigner de la philosophie classique, mais beaucoup de marxisme va au contraire nous faire admirer, béer d'admiration littéralement devant les merveilles d'Héraclite, des méditations métaphysiques de Descartes ou de la monadologie de Leibniz, par exemple. Oui, c'est parce que si on revient un peu à cette période donc des Garaudy, Althusser, Sèvres, c'est la réaction à Lysenko, c'est-à-dire une irruption de la dialectique de la nature mal maîtrisée, en fait. Et souvent, les marxistes fuyaient en fait la dialectique, le matérialisme dialectique pour ne faire que du matérialisme historique. C'est un peu la tendance de cette époque. Aujourd'hui, il s'agirait de réhabiliter la dialectique, le matérialisme dialectique, mais d'une manière féconde, enfin en tout cas, et probante, en fait, je crois. Il me semble. Oui, et puis je dirais aussi que nous n'avons pas le choix, parce que tout bonnement, à notre époque, l'un des problèmes majeurs qui est posé à l'humanité qui ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre, Mm. disait l'autre, hein, c'est effectivement donc le rapport entre la société et la technique d'un côté, et bon, ce qu'on appelle l'environnement de l'autre. Et si on veut le penser, non pas de façon purement pragmatique, en se jetant immédiatement, directement sur la question de savoir s'il faut fabriquer des éoliennes et les mettre en mer, bon, etc. Mais si on veut réellement penser cela d'abord de façon philosophique, c'est-à-dire en longue durée, dans la longue durée de l'action humaine, il faut pouvoir situer l'homme dans le devenir de la nature. Et donc voir comment la nature elle-même joue ou joue son avenir à travers le devenir de l'homme. Bon, donc les deux sont forcément étroitement liés. C'est pas du tout tomber dans un naturalisme plat, ça ne veut pas dire du tout admirer Gaïa et revenir et marcher à quatre pattes, comme Voltaire l'opposait à Rousseau. Pas du tout. C'est bien que voilà, la nature vierge ne reviendra pas. Personne ne redevient vierge. Bon, la nature non plus. Mais il n'empêche que notre rapport à la nature aujourd'hui ne peut pas être le même que celui admirable d'ailleurs de Descartes quand il dit que l'homme doit se prendre comme maître et possesseur
de la nature. Il a dit comme, hein, c'est une Comme, métaphore. Ouais. il a dit comme, bon, c'est pas du tout l'hubris, la démesure, etc. Bon, il n'y a pas du tout ça. Les objectifs de Descartes sont modestes. Il s'agit de vivre plus longtemps, de vivre en meilleure santé, de choses comme ça, quoi. Et donc, en réalité, bon, voilà. C'est le processus historique qui consiste à repousser les Voilà, barrières naturelles, hein, c'est le c'est même ça, bien qu'on entendu, mais on n'est plus dans la phase cartésienne. Mais grâce à Descartes, on est monté sur les épaules de Descartes pour dépasser ce point de vue purement prométhéen qui était le sien. Et on peut envisager un prométhéen qui a lu Dialectique de la nature d'Engels. Voilà. Ici, toute une série de moyens dont il serait dommage de ne pas hériter. Moi, mon souci, c'est ça. Après tout, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce bouquin, je ne sais pas ce qu'il a dedans sera retenu ou ne sera pas retenu. Mais il y aura au moins eu l'effort, disons, dans ce livre, et on le voit au nombre de citations et de personnes qui sont citées là-dedans, avec, je pense, une certaine largeur de vue, d'esprit, bon, effectivement, d'être vraiment un héritier, d'être vraiment quelqu'un qui tient compte de ce qui s'est dit, de ce qui s'est cherché, etc., et qui en tient compte, je le pense, avec bonne foi. Après, bon, évidemment, là-dedans, forcément, il y aura des choses à rectifier, des erreurs. Je ne suis pas spécialiste de tout. Mais l'objection qui m'est faite quelquefois, que certains peuvent me faire, c'est-à-dire me dire, oui, mais traiter de tout comme ça, c'est ne traiter de rien, parce que vous êtes spécialiste de rien, etc., etc. Bon, alors d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je suis spécialiste de l'enseignement de la philosophie, comme tous les professeurs de philosophie. C'est mon métier. C'est un métier en lui-même. Hein. Et donc, bon, on voit bien pourquoi il est si attaqué en ce moment. Mais deuxième chose, c'est, je dirais, peut-être absurde que de poser la question ici. Naturellement, il faudrait que ce livre de philosophie générale, et c'est ce que je dis au tout début, soit considéré comme un chantier. Et donc, bon voilà, je pose quelques bases. Il est vraisemblable que si des spécialistes de ceci et des spécialistes de cela reprenaient sur la base du fil directeur général que je propose le chantier, il y aurait bien des choses à modifier, il y aurait bien des choses à améliorer, il y aurait bien des choses peut-être à bouleverser. Pourquoi pas, hein. Mais bon, ça appelle ce genre de choses. Ça appelle non pas à ce qu'on renonce à la philosophie générale, mais à ce qu'on affronte la philosophie générale d'une manière collective. Bon, si je n'ai pas pu le faire de façon collective, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que, voilà, à un moment donné, je regarde autour de moi et puis je trouve que je suis un peu seul, quoi. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras et je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Et il y a un aspect aussi collectif dans ce livre de 2500 pages, c'est justement l'aspect foisonnant, c'est que justement tu fais appel à différentes personnes, tu essaies aussi de les regrouper, de penser collectivement avec eux. Et c'est vrai que, écoute, en relisant le tome 2, ça m'avait échappé, mais je ne connaissais pas du tout, par exemple, cette citation de Jaurès quand il dit la vraie classe intellectuelle, c'est la classe ouvrière. Parce moi, je ne connaissais pas du tout cette phrase-là, je comprends, parce qu'on connaît tous l'histoire le capitaliste porte la guerre comme la nuit et l'orage, parce que non seulement c'est vrai, et presque tous les militants communistes la connaissent parce que c'est important, mais la classe intellectuelle, c'est la classe ouvrière, au sens où elle n'a pas de tabou, elle n'a pas de tabou par rapport à la vérité, elle n'a rien à cacher, elle a intérêt à la vérité, en fait. Et c'est justement en s'appuyant sur pour ça il faut les lire, pour ça il faut les incorporer, disons, ces penseurs, y compris Jaurès par exemple. Et voilà, ça c'est un aspect qu'on n'a pas forcément traité, c'est l'aspect aussi collectif justement de classe en fait, hein, de l'approche de la vérité, puisque c'est souvent des classes révolutionnaires qui portent le maximum de vérité possible, même si effectivement il y a un aspect aussi C'est objectif. ça, exactement. Mais Voilà. la vérité, elle a à la fois un côté, elle a une dimension de classe et elle n'a pas une dimension de classe. Il faut bien manier les deux aspects, quoi, parce que bon, il ne faut pas tomber dans l'idée qu'il y a une Quand c'est prolétariat, vérité c'est forcément. bourgeoise et une vérité prolétarienne. Évidemment, bon, pour le dire vite, ils de font quatre pour le bourgeois comme pour le prolétaire. Mm. C'est pour ça que d'ailleurs, ils peuvent se disputer âprement sur le salaire, sinon ils ne pourraient même pas. Mm. Il faut qu'il y ait du commun pour qu'il y ait de la Ouais. contradiction. Hein. Donc, c'est ce que ignorait totalement la théorie fausse des deux sciences, qui était à un moment en Union soviétique. Mais pour autant, il y avait du vrai dans cette erreur. Il y avait du vrai dans cette théorie des deux sciences. Le vrai, c'est que l'attitude des deux classes majeures de la société contemporaine à l'égard de la vérité est asymétrique. Donc la bourgeoisie ne rejette pas totalement la vérité parce qu'elle a besoin
de connaître elle-même sa position au niveau social. Donc, elle a un certain besoin des sciences sociales, elle a un certain besoin, bien sûr, des sciences de la nature et des mathématiques, parce que c'est le développement des techniques à travers ça, la recherche du profit maximal, la concurrence, et ainsi, la course aux armements, etc., toutes ces choses-là, donc font qu'elle a besoin, dans certaines limites, de la science, mais dans certaines limites seulement, parce qu'il ne faut pas aussi que cette science ensuite vienne se mêler en particulier de la conception du monde, vienne se mêler de l'hégémonie culturelle, que les scientifiques prennent conscience du fait qu'à côté des prolétaires, c'est à cette alliance, les Lumières communes, c'est ça, c'est l'alliance des prolétaires et des scientifiques, c'est à ça surtout que j'appelle, et bien qu'à travers cela, ils peuvent effectivement bouleverser le monde à l'avantage de l'humanité tout entière. Voilà. Et donc, il y a en ce sens, comment dirais-je, une dimension de classe, non pas au contenu, si l'on peut dire, de la vérité, mais à son élaboration et à sa défense. Et effectivement, on voit que à toutes les époques, c'était d'ailleurs vrai pour l'époque bourgeoise, lorsqu'une classe est révolutionnaire, elle porte l'universel. Elle a besoin de la vérité et elle écrit l'encyclopédie, dictionnaire raisonné des arts et des sciences avec Diderot. Et elle dit, attends-nous Et de rendre la philosophie populaire. Voilà. Et elle dit, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Puis quand elle est au pouvoir, qu'elle dispose à nouveau de privilèges et qu'elle a tout intérêt à ce que, bon, par exemple, les femmes retournent à la messe, hein, que les paysans aillent aussi écouter les sermons et ainsi de suite. Alors que les bourgeois ne croient plus en Dieu, mais ils envoient leurs femmes et leurs paysans à l'église. Pourquoi? Ben parce que la vérité ne les intéresse pas. La vérité, elle serait dangereuse pour eux. Bon. Tandis qu'un prolétaire. Ça donne Maurras, hein, c'est-à-dire parfaitement athée, mais prônant le catholicisme le plus extrême, le plus sulpicien, enfin, pour Voilà, tenir les masses en respect. Voilà. c'est ça exactement. Et du côté prolétaire, ça indique aussi quelle doit être notre attitude, c'est-à-dire que la vérité est révolutionnaire. C'est Gramsci qui dit ça, et du même coup, ça veut dire que même par rapport à notre propre camp, quand il commet des erreurs, il ne faut pas craindre de les démasquer, de les dénoncer, etc. Mais bien entendu, en restant dans le même camp, et non pas en profitant des erreurs pour pratiquer des attitudes religieuses comme le reniement ou l'apostasie. Ou l'inverse, c'est-à-dire, du moment que c'est une erreur communiste, ce n'est plus une erreur. Ça, il faut le laisser aux antidéréfusards qui disaient quand une erreur est française, ce n'est plus une erreur. Et non, une erreur est une erreur. Et puis quand Jaurès dit la classe intellectuelle, c'est la classe prolétarienne, c'est un processus. C'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'il y a l'exploitation, parce que le prolétaire n'est pas maître de son temps, justement, et puis surtout est confronté à l'isolation, à l'aliénation dans le système, pour qu'il devienne une classe intellectuelle, c'est-à-dire une classe consciente de soi, en fait, il faut justement ce poids du collectif et puis de la mise en relation, la mise en système, Oui, en fait. oui, c'est un effet, je dirais, constitutif de sa conscience de classe que de passer par l'échelon de la théorie de la vérité. C'est très simple à comprendre, en un sens. Le bourgeois, lui, regarde avant tout ses actions, son coffre-fort et ses impôts. Et donc, ça lui suffit, au fond, pour naviguer dans la société. C'est ça son tableau de bord. D'une façon directe, il peut se satisfaire de l'instinct de classe. Il n'a pas besoin de la théorie pour se constituer comme classe dominante, en quelque sorte. Oui, ça passe même pas pour la réflexion. C'est pour ça que ça se reproduit si facilement, justement. Voilà, c'est ça, oui, oui. Ben, c'est la force du capitalisme. Alors, c'est à la fois sa force et son côté terrifiant. Sa force, c'est qu'effectivement, le capitalisme, bon, c'est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Le chat, il ne sait pas comment il est retombé sur ses pattes. Le capitalisme non plus, mais il retombe sur ses pattes. Donc, ça, c'est son côté fort. Après, son côté terrifiant, c'est justement que c'est une machinerie, quoi, et que donc, c'est typiquement le procès sans sujet. Contrairement à ce que disent les complotistes. Je veux bien qu'il y ait des complots, Oui, il y a des justement, complots, mais globalement, le système est lui-même producteur de destruction, de non-sens et ainsi de suite. Bien qu'il ne soit pas, il est orienté vers le profit, il n'est pas orienté vers la destruction. Aucun, sauf quelques malades, il n'y a pas des bourgeois qui se disent on va détruire la planète, évidemment. Mon but est de détruire la planète, mais bon, ça conduit à ça, disons. Et ils n'en sont même pas conscients. Enfin, pas totalement. Et c'est le contraire pour la classe prolétarienne. Elle ne peut peser, elle ne peut se constituer comme classe agissante et comme classe sujet que par la théorie, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, Lénine, et l'organisation.
c'est-à-dire la construction de partis, de syndicats, d'associations, etc., etc., puisque chaque prolétaire isolément pèse epsilon, c'est-à-dire rien du tout par rapport, il est broyé par le capital. Donc la classe ouvrière, ce n'est pas parce qu'elle est plus gentille, ce n'est pas parce que les ouvriers sont plus beaux, etc. C'est simplement parce que matériellement, elle ne peut compter, le prolétariat, bien qu'il soit le plus nombreux, ne peut peser que s'il se constitue en classe sujet par l'intermédiaire d'organisation. Et pour le faire, il a besoin de savoir sa situation dans le système. Il a besoin de théorie. Donc, en ce sens, la classe prolétarienne est en effet la classe intellectuelle, la classe qui a besoin de l'intellect pour être. Ça paraît complètement paradoxal, évidemment, parce qu'on va se dire, mais bon, les ouvriers sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, etc., etc. D'abord, il y a eu beaucoup de mépris de classe dans cette conception des choses. Il y a aussi ce durcissement que j'ai dénoncé tout à l'heure entre la vérité scientifique et les vérités courantes sur lesquelles s'appuient les travailleurs. Quand on monte un mur, on a des connaissances. Ce n'est pas les mains qui travaillent toutes seules. Bon. Mais aussi tout simplement parce qu'effectivement, on voit bien que lorsque la classe ouvrière, ou plus exactement lorsque les dirigeants de la classe ouvrière abandonnent la théorie, abandonnent la formation, abandonnent le marxisme-léninisme et ainsi de suite, eh bien, ils détruisent toute la capacité de la classe à affronter le capital et ils renvoient chaque ouvrier à sa propre impuissance personnelle. Et on a la situation actuelle, qui est le résultat de la mutation du PCF, qui est le résultat de l'abandon par un certain nombre de partis communistes des éléments scientifiques qui leur permettaient d'éclairer la réalité. À partir de là, moi je me rappelle tout simplement, hein, c'est une expérience, si vous voulez, quand je suis entré, quand je me suis inscrit aux jeunesses communistes puis au Parti communiste, presque immédiatement j'ai eu droit à une école élémentaire dans l'année qui a suivi. Et on m'a appris ce que c'était que la plus-value, on m'a appris ce que c'était que l'exploitation capitaliste, ce que c'était que la baisse tendancielle du taux de profit, et ainsi de suite. Et il y avait à mes côtés des gens qui étaient artisans tapissiers, ouvriers boulangers ou conducteurs de bus. Et ben voilà, après, ils étaient capables de discuter avec des profs de fac, y compris sur matérialisme et idéalisme, sur voilà, et c'est ça, quoi, l'ouvrier d'avant-garde. C'est ce type de personnes qu'il faut arriver à faire revivre, faire renaître dans notre pays. Parce que ça a donné des personnalités pleinement épanouies, sympathiques, fraternelles, chaleureuses. Voilà, c'est des communistes. Et puis il y a des gens avec des réflexes politiques aussi qu'on ne retrouve pas forcément quand les gens n'ont pas cette formation. On va terminer là-dessus. La prochaine fois, je pense qu'on parlera un peu plus on continuera un peu sur le reflet, puis on abordera aussi la question de la classification des sciences, hein, puisque le tome 2 est conçu en deux parties. Voilà, on peut annoncer les choses comme ça. Et voilà. En tout cas, merci à toi, Georges, et merci Et à toi, Émeric, et à tous ceux qui ont la patience de regarder ça jusqu'au bout. Ça marche. À bientôt.